Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, notre dernière session de la semaine, je retrouve avec plaisir Pascal Bresson pour nous présenter sa bande dessinée, son roman graphique Serge et Beate Klarsfeld, un combat contre l'oubli, en collaboration avec Sylvain d'Orange, édité chez La Boîte à Bulles. Donc, bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Donc voilà, dernier jour, on va terminer effectivement sur nos collaborateurs français. Hier, on a passé la journée sur Barbie, qui est quand même le gros poisson qui a fait connaître, je dirais au niveau national, les Klarsfeld. Oui, parce que ça a duré beaucoup plus longtemps. Les autres, je ne dis pas que ça n'a pas duré, mais celui-là était un des plus connus. Puis en plus, c'était quand même aussi celui qui a torturé Jean Moulin, qui était notre figure donc, patriotique et emblématique. C'est vrai qu'au niveau de l'incidence sur notre histoire, c'est peut-être là qui ont explosé au niveau médiatique et au niveau du grand public, quoi. Et puis après, il y a eu les autres. Les autres. Alors c'est vrai que nous ont fait connaître. Tout à fait. Alors comme dit Serge, c'est vrai qu'il fallait rouvrir les dossiers noirs du passé. Alors je me souviens ce que Serge m'avait dit. Il me disait il fallait se battre sur tous les fronts pour faire bouger les opinions publiques et la classe politique qui souvent, en Allemagne comme en France, ne voulait pas qu'on rouvre les dossiers noirs du passé. Il voulait aussi écrire une histoire qui n'avait pas été encore produite par les historiens officiels. Peu importe les circonstances, pourvu que la cause soit juste. Ça, c'est ce qu'exprimait Serge. Alors, c'est vrai, comme je vous l'expliquais la dernière fois, après le verdict du procès de Cologne, il y a quelque chose qui s'est opéré comme un basculement progressif de l'action des Klarsfeld, surtout entre l'Allemagne et la France. On peut dire aussi que... il était temps, quand même. Il était temps, et puis surtout beaucoup de gens, l'opinion publique et la presse. La presse a joué un grand rôle aussi, parce que la presse a été d'un grand secours, d'une grande aide. Et il les a suivis, parce que, comme je vous le disais il y a quelques jours, ils n'avaient pas d'argent, et après Beate négociait en fin de compte ses actions dans différents pays, en se faisant payer les billets d'avion ou tout ce qu'il y avait à payer pour avoir l'exclusivité par rapport aux médias. Et il faut savoir que quand ils se sont occupés des nazis, Serge, entre-temps, est devenu avocat de la partie civile. Comme il dit, moi je suis un avocat, on m'a jamais trop aimé parce que je défendais les victimes et pas les coupables. Et en fin de compte, il faut savoir que Serge, lui, a poursuivi devant les tribunaux tous ceux qui avaient, on va dire, été des coupables. Des secondes mains un petit peu. Des secondes mains, oui. Moins exposés. Tout à fait. On va dire des gens qu'on suspecte maintenant parce qu'on les connaissait, mais on peut les citer. Il y avait Papon, Bousquet, Leguet, Touvier, tous ces gens qui avaient participé, qui étaient des collaborateurs sous Pétain, qui étaient sous-préfets, qui étaient conseillers, qui étaient chefs de la police. Enfin, tout. C'était des salauds, parce que je peux dire aussi c'était des salauds. Et ce qui est le pire, c'est que ces gens-là n'ont pas été inquiétés. Et surtout, alors... Pardon de revenir encore sous l'ère Mitterrand, mais Mitterrand a fait quand même en sorte de bien les protéger. Puisque Papon, il faut savoir que c'était un ami personnel et d'ailleurs, il avait été aussi, je ne sais plus, préfet, et puis il avait été aussi préfet de la police, ou quelque chose comme ça, Papon. Et quand ils ont retrouvé toutes les traces, et alors pour revenir à Papon, c'est un truc extraordinaire, parce que en fin de compte, Papon, il aurait pu s'en sortir si un homme, un journaliste qui, dans les années 90, avait voulu faire un livre sur les vins pendant l'occupation, avait retrouvé des vieux livres, et dans ces vieux livres, il retrouve un vieux procès-verbal qui traînait. Il n'avait rien à faire là, et signé de Papon, qui avait envoyé des Juifs en déportation. Et là, il a envoyé ça au Canard enchaîné, et puis du jour au lendemain, puisque Papon, je crois qu'il devait peut-être être en service à l'époque, ça fait grand bruit.
Et là, Serge et son fils Arnaud ont pris, justement, l'ont amené en justice, et puis ont réussi à le faire condamner. Et puis il faut savoir une chose, ainsi que Le Guet, ainsi que Touvier, ainsi que Bousquet. Et à la fois, par exemple, s'il n'y avait pas eu ces procès de ces hommes-là... je pense qu'ils en seraient sortis. Hein. Oui, et puis le grand public n'aurait jamais su. Jamais. Et même Jean Le Guet, on n'a pas eu le temps de faire un procès. Il y en a un qui s'est fait tuer, qui s'est fait assassiner. Du coup, il est moins connu. Il est moins connu. Puis même, il n'y a que Papon, puisque Papon était en service aussi. Puis il avait encore servi. Alors là, pour le coup, je me souviens plus sous quelle ère présidentielle il était, mais il était encore dans la politique, Papon. Hein. Donc il exerçait. On pourrait parler du sang contaminé, du sida, où il y a encore des gens qui sont en plein pouvoir, qui ont signé cette fameuse feuille que tout le monde a vu, où on disait il y a tant il y a tant de sang contaminé, mais il faut les épuiser, et c'est signé par telle et telle personne qui sont encore en plein pouvoir. Et Dieu sait qu'il y a eu des enfants et des gens qui sont morts à cause d'eux. Bref, tout ça pour dire que eux aussi ont eu le droit à une justice. Encore une fois, c'est pas de la vengeance. Serge et Béate, c'était pas une question de vengeance, c'était une question de justice et de vérité. Et c'est vrai qu'ils les ont amenés jusque là où ils devaient être des années plus tard, puisqu'on est quand même dans les années 90. Et finalement, on se dit que c'est pas si loin. Donc, ils ont vraiment fait ce devoir de mémoire en faisant juger aussi bien ces criminels de guerre, ces criminels contre l'humanité, et puis surtout ses collaborateurs français, parce qu'on a parlé des nazis, mais il y avait aussi beaucoup de collaborateurs français qui ont fait énormément de tort. J'en cite un, Bonny. Alors, personne ne connaît Bonny, mais Bonny, c'est celui qui a fait condamner Guillaume Seznec en 1927. Et Bonny, on le retrouve à rue Lauriston, qui était chef de la Gestapo française. Voyez, donc c'était tous des salopards, ces gens-là. Sauf que lui, il a été fusillé par les résistants quand il s'est fait arrêter. De toute façon, on voit bien que c'est pas une histoire de vengeance. Non, du tout. Parce que si ça avait été le cas, quand il mettait la main sur ces hommes, il les aurait pas kidnappés, il les aurait oui, parce que plus d'une fois, j'ai voulu demander à Serge, mais Serge, vous savez, le Mossad aurait pu s'en occuper, parce que le Mossad, à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque des faits, 70 à 90, voire plutôt 70-80, le Mossad était très puissant. D'ailleurs, ils avaient kidnappé Eichmann en Argentine quand même. Hein. Donc, c'était quand même une opération qui était calculée. Ils l'ont comme le Mossad, service secret voilà, israélien. Tout à fait. Voilà, c'est bien de le préciser. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu s'en occuper. Mais non, lui, c'était quelque chose... Il avait donné sa parole à Auschwitz, souvenez-vous, à 35 ans. À 30 ans, pardon, en 65. Il avait donné sa parole à toutes ces victimes assassinées. En fait, c'était plus vraiment une volonté de reconnaissance des victimes, de réparation. Perpétuer leurs souvenirs, de réparer et justement de rendre hommage. Et pas de vengeance. Non, du tout. Parce qu'il n'y a jamais eu de violence. Tout a été fait juridiquement, tout a été fait dans les lois. Alors qu'ils ont été eux-mêmes victimes de violence. Ils ont été victimes de violence. De harcèlement, de victimes des menaces de mort. Ils ont reçu même un colis piégé chez eux, leur voiture a explosé. Et je ne l'ai pas mis dans la BD parce que la liste aurait pu être longue, mais leur porte a été aussi explosée. Ils ont été agressés. Ils ont été sous couvert de policiers pour être protégés. Enfin, ils ont vécu quand même, on va dire, un enfer. Et aller voir... Et en danger. Et en danger de mort, tout le temps. Oui, oui. Et à l'époque, il faut encore remettre dans le contexte. Hein. C'est vrai que les années 70-80, c'était... Là, l'obscurantisme était encore puissante. Hein. On pouvait tuer sans problème. Hein. On pouvait déposer des bombes sans problème. On n'avait pas de service secret comme maintenant. Dès qu'il y a un acte malfaisant, quoi que ce soit, on le sait à l'avance et tout. Là, ils étaient vraiment livrés au mal, si je puis dire. Mais non, jamais sans vengeance, jamais, toujours dans les lois, toujours parce que Serge, c'est quelqu'un de droit, toujours dans la vérité, et ça, c'est important. Et alors, je ne sais pas combien il nous reste de temps, mais je voulais dire aussi que Béate et Serge sont là, ils sont présents. Pour moi, ce sont des modèles pour toutes ces nouvelles générations qui s'engagent dans des combats, ceux du 20e et 21e siècle. Certains n'ont rien à voir avec des causes passées, d'autres ont des traits communs parce qu'ils mettent en cause ce qu'il y a de plus précieux pour l'espèce humaine, sa liberté, ses valeurs fondamentales pour lesquelles ils ont combattu
toute leur vie. Et je pourrais dire, ce combat ne s'est pas arrêté au changement de ce siècle, parce qu'ils continuent leur combat contre l'antisémitisme qui devient de plus en plus fort. Arnaud et Lida, leurs enfants, continuent eux aussi. La relève est assurée. La relève est assurée. Il y aura certainement les petits-enfants aussi. Donc, c'est un peu comme pour la famille Veil. La relève est assurée et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui s'engagent. C'est pour ça qu'il faut toucher un maximum de jeunes. C'est pour ça que je fais ces livres, parce que à notre époque, on n'a plus le droit d'avoir... Moi, par exemple... Très simple, vite fait, quand le livre est sorti le 9 septembre, sur ma page Facebook, en MP, j'ai reçu quasiment tous les 2-3 jours des menaces. Sale juif, sale porc, sale machin, sale truc. Et celui que j'ai posté, parce que j'en ai posté un, parce qu'il changeait des autres, il disait « Sale juif, au lieu de faire des livres sur les victimes qui sont les nazis, faites des livres sur les coupables qui sont les juifs ». Voilà, ça je l'avais posté. Encore aujourd'hui, il y a encore ce... Complètement, sans négationnisme. Tout à fait, et sans oublier non plus que pour Simone Veil, j'avais reçu quand même 7 lettres de menaces. Mais après... En même temps, je vous dirais que j'ai reçu aussi des lettres de menaces pour le Bugalet de Brest. J'ai même été agressé physiquement à la FNAC de Brest. Je vous parle pas aussi même, pour revenir à l'affaire Seznec, j'avais reçu 2 lettres de menaces qui émanaient d'un petit grand-père de Brest. On l'a retrouvé, mais j'ai pas porté plainte, j'ai rien dit, rien fait, parce qu'il me traitait de salaud, qui défendait un salaud. Mais voilà, à partir du moment où on fait de la bande dessinée engagée, de toute façon, il faut s'attendre à ce genre de manifestation. Et je vous dirais que quelque part, c'est bien, parce que ça fait bouger les choses. Puis ça veut dire aussi qu'on dérange. On dérange, et pour revenir au Bugalet de Brest, c'était une affaire qui s'endormait, et grâce au livre, on a pu faire ressortir des témoignages et des choses. Malheureusement, ça ne donnera pas grand-chose, mais ça a quand même eu la particularité, c'est qu'on a fait ressortir des gens qui ont parlé. Alors après, le problème, c'est que c'est une affaire d'État, et l'État, je crois, qui est beaucoup plus fort contre cette peau de fer que le citoyen. Tout à fait, complètement. Eh bien, écoutez... Merci beaucoup. Je vous en prie, Nathalie, merci à vous. C'est vrai qu'entre 2 interviews de radio, on a réussi quand même à... Il n'y a pas de souci. J'ai réussi à vous kidnapper. C'est toujours un grand plaisir. Et puis, eh bien, de toute façon, on se reverra certainement une prochaine fois avec. Oui, parce que là, je fais. Alors là, le prochain, je fais un livre sur Florence Artaud, que j'ai bien connue. Donc, c'est Florence Artaud, la femme des grands défis. Et puis, je refais un autre livre sur la colonie d'Isieux. Donc, on revient à Klaus Barbie pour expliquer cette journée du 6 avril 44 où 44 enfants totalement innocents, de 4 ans à 17 ans, qui ont été raflés parce qu'ils étaient juifs, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et ça, pour moi, c'est inacceptable, même s'il y a passé... Très honnêtement, on n'est pas si loin. Franchement, quand je vois tout ce qui se passe, je me dis que ça a peut-être changé de mode, mais on n'est pas si loin de tout ce que je fais. Alors, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai, que nos auditeurs vous retrouveront. Merci de ce temps, merci de votre disponibilité et je vous dis à une prochaine fois. Merci Nathalie. Pascal Bresson et Sylvain Dorange, Beate et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli. Grâce à ce jugement très médiatisé, nous avons pu observer à quel point ce procès, en rendant justice aux victimes du tortionnaire Barbie, a pu avoir un impact considérable dans la société française et à l'étranger. Nous avons dû attendre 1987, soit plus de 4 décennies après la fin de la guerre, pour juger ce criminel, car, malgré une liste exhaustive des exactions et crimes qu'il avait commis, l'État français n'avait pu le condamner à mort que par contumace en 1952 et 1954, et uniquement pour crimes de guerre. De plus, pour que ce précédent judiciaire et historique puisse voir le jour, il a fallu que soit mise en place une nouvelle législation visant à mieux définir la notion de crime contre l'humanité et, depuis 1964, à les rendre imprescriptibles. Ainsi, si Barbie a vécu en toute tranquillité pendant de longues années, ce temps nous a aussi permis de gagner en preuves matérielles, en connaissance des faits historiques, pour consolider notre dossier d'accusation. Monsieur Klarsfeld,
J'imagine votre soulagement à l'issue du verdict. Vous n'avez pas idée. C'était surtout un procès pour la mémoire, car on ne transige pas avec la vérité historique. Et Barbie, qu'est-il devenu ensuite ? Barbie a été incarcéré à la prison de Saint-Paul, à Lyon, là où il était détenu depuis son extradition. Puis il décida de saisir la Cour de cassation pour obtenir sa libération, mais celle-ci rejeta son pourvoi par l'arrêté du 3 juin 1988. Il est mort 4 ans plus tard à l'hôpital de la prison Saint-Joseph à Lyon. Sachez également, madame, que quelques mois après son arrestation en Bolivie, les États-Unis ont présenté officiellement leurs excuses à la France pour avoir recruté ce nazi comme informateur juste après la guerre. Vous avez passé votre vie à traquer les nazis et à lutter contre l'antisémitisme, avec la volonté de porter le souvenir des déportés et... Vous savez, de 1940 à 1945, le nazisme a tué les 2/3 du peuple juif vivant en Europe par les pires méthodes qui soient. Cette colossale entreprise de destruction, par sa nature et par ses dimensions, n'a jamais eu d'équivalent. Pensez-vous que la justice n'a pas fait son travail après la guerre ? La chasse aux criminels de guerre est un mythe. N'en déplaise aux journalistes, aux écrivains et aux cinéastes, ces criminels ont été beaucoup moins recherchés, par exemple, que nombre d'escrocs d'envergure internationale. Il faut le regarder, la vérité en face. Seule la trop brève période de coopération entre l'Est et l'Ouest, de 1945 à 1947, donna lieu à une chasse digne de ce nom. La guerre froide y mit un point final. Elle constitua même une véritable bénédiction pour tous ces criminels nazis, très souvent graciés et parfois libérés, notamment par les Américains. Au fond, mon mari et moi avons quitté la voie normale pour une vie singulière. Pour mener à bien tous ces combats, il nous fallait avant tout une bonne santé. J'ai toujours pensé que chacun pouvait aller bien au-delà de lui-même. C'est ce que nous avons fait. Madame Klarsfeld, vous souvenez-vous de votre gifle en 1968 ? À cette époque, en Allemagne comme en France, aux côtés d'un Alain Krivine ou d'un Daniel Cohn-Bendit, vous étiez devenue l'une des figures saillantes des mouvements étudiants. Bien sûr que je m'en souviens. Elle a été très importante pour moi car elle a marqué le début de l'épuration politique. C'était un acte fondateur. L'issue du jugement des criminels nazis a été la cause prioritaire de Serge, comme l'a été pour moi la campagne contre Kissinger. On voit souvent le couple Klarsfeld comme l'incarnation des chasseurs de nazis. Ce n'était donc qu'une partie de votre combat ? C'est un combat global qui forme un tout indissociable et ne peut se résumer à tel ou tel de ses aspects. L'écriture d'ouvrages historiques et de tribunes dans la presse, la recherche et l'étude d'archives, la traque d'anciens nazis criminels, de même que d'anciens hauts responsables français pour les traduire devant la justice ou perturber leur quiétude, sans oublier la lutte contre l'antisémitisme et le combat pour Israël. L'activisme militant, l'action judiciaire, l'exposition médiatique ne sont pas pensés comme des fins en soi, mais comme des instruments. Serge, vous venez d'évoquer le cas de hauts fonctionnaires français ayant collaboré avec les nazis. Tous n'ont pu être jugés, je crois. Non, en effet. René Bousquet et son bras droit, Jean Leguet, sont décédés avant le début de leur procès. Ils étaient les représentants de la police et du gouvernement français en zone occupée. Tous deux ont signé la mort de plus de 9000 adultes et 4000 enfants déportés lors de la rafle du Veldiv en 1942. En revanche, le procès de Maurice Papon a bien eu lieu le 8 octobre 1997 devant les assises de la Gironde pour crimes contre l'humanité. Oui, c'était indispensable. Il fallait montrer l'inhumanité de ce gouvernement de Vichy. Car n'oublions pas qu'à l'époque, il représentait la France. Mais la France du déshonneur. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage.
sur Fréquence 8.